Le mardi, Public Sénat vous propose des soirées décryptage. Avec Conversation d'avenir, Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini vous font partager leurs réflexions sur les avenirs possibles. Et Hélène Risser déshabille les super communicants que sont devenus les hommes politiques à travers leurs discours présents et passés grâce à l'INA. Les mardis décryptage, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Y a-t-il un lien entre le cancer et l'exposition à l'uranium ? La question est au cœur de la remarquable enquête menée par Dominique Hennequin au Gabon et au Niger. À aucun moment on nous a dit méfiez-vous de la poussière, c'est radioactif, c'est ceci, c'est cela. Jamais, 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 jamais. Mesure de la radioactivité, témoignages d'anciens mineurs et d'expatriés. Areva, qui exploite ces mines, est au cœur de l'enquête. Areva apporte des éléments de réponse, mais visiblement la société civile n'est pas convaincue par tout ou partie de ces éléments de réponse. Et pour un groupe comme Areva, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Uranium, l'héritage empoisonné, un documentaire inédit sur Public Sénat, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Bonsoir à tous, vos 3 rendez-vous à suivre sur Public Sénat, le 18h dans quelques secondes. Parmi nos invités, Dominique Voynet et Isabelle Juppé. À 18h30, l'énigme Chirac, analysée par Hélène Risser dans Déshabillons-les, ce que révèle sa popularité au Zénith. Enfin, à 19h15, conversation d'avenir avec Jacques Attali. Le sucre, peut-être un nouvel or vert. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mardi 8 décembre. Voici les titres. Nicolas Sarkozy défend le débat sur l'identité nationale, antidote au communautarisme, écrit-il dans une tribune publiée par Le Monde. Il invite tous les croyants à se garder de toute ostentation ou provocation. L'optimisme toujours de rigueur à Copenhague, alors que les négociations entrent dans le vif du sujet. Le secrétaire général de l'ONU s'attend à un accord solide sur le climat. Bataille autour d'un sigle. Hervé de Charette quitte l'UMP en emportant le sigle UDF. Le nouveau centre lui ouvre les bras. Refus de critiquer le vote suisse contre les minarets, essayons plutôt de le comprendre. Défense du métissage, mais avec l'obligation de respecter ceux qui arrivent comme ceux qui accueillent. L'intervention du chef de l'État était très attendue alors que le débat sur l'identité nationale est sous le feu des critiques. Elle prend donc la forme d'une tribune publiée ce soir dans Le Monde. Marie Brémaud. Plus d'une semaine après le référendum des Suisses portant sur l'interdiction des minarets, le chef de l'État réaffirme son attachement à la voix du peuple et regrette des réactions excessives, parfois caricaturales. Nicolas Sarkozy s'empare ensuite du débat autour de l'identité nationale, antidote selon lui au communautarisme, dans une tribune qui se veut apaisante après de nombreuses critiques quant à l'opportunité de ces discussions. Le président rappelle les principes de la laïcité, à savoir que ce n'est pas le refus de toutes les religions, mais le respect de toutes les croyances. Appel à la tolérance donc entre ceux qui arrivent et ceux qui accueillent. Toutefois, on retrouve dans ce long texte, une fois de plus rédigé par son conseiller Henri Guénaud, des similitudes avec le discours de Latran, discours prononcé en décembre 2007 et qui avait été interprété par certains comme une atteinte à la laïcité. En effet, dans le quotidien Le Monde, le chef de l'État réaffirme l'héritage en France laissé par la civilisation chrétienne, héritage que personne ne doit contester. Voilà, dans un instant, toutes les réactions politiques. Et on revient sur les arguments mis en avant par Nicolas Sarkozy avec nos 2 invités, le vice-président du Conseil français du culte musulman et le rédacteur en chef de La Vie. Une centaine de députés UMP veulent interdire les drapeaux étrangers lors des mariages, une pratique encore isolée mais qui dérange la conscience nationale, écrit le texte. L'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de cette proposition n'est pas encore prévue. Il faudra attendre le 14 décembre pour connaître les priorités du grand emprunt retenu par le chef de l'État, aujourd'hui en visite en Alsace, mais il n'a rien dévoilé. L'innovation et la recherche restent privilégiées, mais la mise en œuvre du suivi de ce grand emprunt s'avère complexe, d'où ce retard. Nouvel épisode dans l'histoire mouvementée du centre, le départ d'Hervé de Charette de l'UMP qui a échoué selon lui à devenir un grand parti de rassemblement suscite quelques convoitises. Il faut dire que le député du Maine-et-Loire est le dépositaire officiel du sigle UDF, Nicolas Béard. Qui aura le droit de s'appeler UDF ?
Hervé Morin, lui, l'envisage. Un peu grâce à sa nouvelle recrue, Hervé de Charette, ancien ministre UDF, mais aussi l'un des fondateurs de l'UMP. Une nouvelle recrue qui se dit propriétaire de la marque UDF depuis qu'il l'a déposée en 2004. La revendication irrite quelque peu le MoDem. Quand on a été le fossoyeur, on ne peut pas être derrière le sauveur. Je crois que la famille politique ne les intéresse peut-être pas. C'est peut-être le sigle qu'ils trouvent certainement plus vendeur que NC. Car le label UDF fonctionne encore auprès des militants centristes. Et à quelques mois des régionales, cela pourrait s'avérer avantageux pour le nouveau centre. Une formation que 65% des Français avouent ne pas connaître selon un récent sondage. En lice également pour la récupération de l'appellation, Jean Arthuis, le sénateur, a créé son propre mouvement pour rassembler toutes les chapelles centristes. Le mot rassemblement est un joli mot et probablement pour l'instant encore un petit peu disproportionné par rapport à une certaine réalité. Jean Arthuis aujourd'hui regroupe quelques sénateurs et un certain nombre de personnes. On ne peut pas parler, me semble-t-il, de parti. 3 courants donc pour un seul héritage politique. Hervé Morin lui demandera l'avis de ses militants lors du Conseil national du nouveau centre, samedi prochain, même si sur leur site, le débat semble tranché. Notons encore qu'Hervé de Charette considère qu'on prend les électeurs pour des billes en lançant le débat sur l'identité nationale avant les régionales. On en parle donc dans un instant avec nos invités. Juste après cette dernière information, une nouvelle journée dramatique à Bagdad. Au moins 127 morts et quelques 450 blessés dans une vague d'attentats, 5 au total, portant l'empreinte d'Al-Qaïda. Les symboles du pouvoir ont été visés donc à 5 reprises, notamment par des attaques de kamikazes. La suite du 18h, séquence, oui ou non? Oui ou non, Nicolas Sarkozy a-t-il eu raison d'intervenir à nouveau dans le débat sur l'identité nationale avec cette tribune publiée par Le Monde? C'est la question que vous pose notamment notre partenaire nouvelobs.com et on verra le résultat de vos votes dans un instant. Voici un premier résultat sur quelques 400 votants. Eh bien, vous êtes seulement 21% à penser que oui, il a eu raison d'intervenir. 74% non. Avec nous, donc, maître Shems Eddine Hafiz, bonsoir. Vous êtes vice-président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Et avec nous, Jean-Pierre Denis, rédacteur en chef de La Vie, qui a lu également très attentivement ce texte de Nicolas Sarkozy, puisqu'il est question de religion, de toutes les religions, de l'importance de l'identité nationale, selon Nicolas Sarkozy, un antidote au tribalisme et au communautarisme, écrit-il donc. Il refuse de critiquer, notons-le tout de suite, le vote récent des Suisses contre les minarets, jugeant que les réactions d'ailleurs à ce référendum ont été excessives, et il appelle tous les croyants à se garder de toute ostentation ou toute provocation. Votre première réaction, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appréciation du chef de l'État? Écoutez, pour moi, le chef de l'État s'est adressé d'abord à tous les Français, dont font partie aujourd'hui les musulmans de France. On dit qu'il y a entre 4 et 6 millions de musulmans en France, et je crois que cette tribune s'adresse à toute la composante nationale. Et je crois que lorsqu'on parle de l'identité nationale, pour moi, l'islam fait partie de l'identité nationale. C'est clair, il faut le dire. Maintenant, sauf si on vient avec un certain nombre de préjugés pour parler de l'islam, d'immigration et de faire, je dirais, tout un amalgame sur ces notions, à ce moment-là, oui, mais je crois que le président de la République a recadré les choses. Vous êtes satisfait de ce qu'il écrit? Je suis satisfait, absolument. Je fais partie de la minorité qui dit qu'il aurait dû intervenir. C'est 26%. Je lui donne raison. Jean-Pierre Denis, votre commentaire sur les mots utilisés et les idées développées par le chef de l'État? Moi, ce qui m'a évidemment le plus intéressé tout de suite, c'est l'expression de civilisation chrétienne. Oui. C'est celle qui m'interpelle, je dirais, comme journaliste et comme chrétien à la fois. Je pense que c'est celle qui va faire problème. Alors, à la fois, civilisation chrétienne, ça me semble une évidence. Je viens de publier La Vie en coédition avec Le Monde. On vient de publier un atlas des civilisations. Il est évident que le christianisme a beaucoup pesé dans la civilisation européenne, comme le judaïsme et comme la pensée grecque. Mais c'est aussi une notion civilisation qui pose aujourd'hui problème, parce que si on est civilisé, ça veut dire que peut-être qu'il y en a d'autres qui sont des barbares. Alors qui sont les barbares si nous sommes les civilisés? Donc c'est une notion très délicate à manier. Et en même temps, c'est une évidence que l'Europe doit beaucoup
d'abord à l'héritage judéo-chrétien. Et là, il a raison, je crois, de le rappeler. C'est le mérite, me semble-t-il, de Nicolas Sarkozy que de dire franchement cette chose-là. Alors par contre... Mais est-ce qu'il va aussi loin ou moins loin que lors de son fameux discours de Latran, selon vous, quand vous lisez ce texte? Il met beaucoup en avant les valeurs de la République et de la laïcité. On est dans les mêmes tonalités de laïcité positive, c'est-à-dire n'ayons pas peur de placer... de parler de religion. La laïcité, ce n'est pas l'enfermement des religions dans l'espace privé. C'est d'ailleurs la question des minarets, c'est celle-là aussi. C'est-à-dire, est-ce que la religion doit s'exprimer que dans l'espace privé ou est-ce qu'elle doit être présente et même peut-être visible dans l'espace public? Là, la vision de Nicolas Sarkozy, me semble-t-il, semble avoir un petit peu évolué, puisqu'il était pour une laïcité visible. Là, il est plus pour une laïcité dans lequel le fait religieux est pris en compte, mais avec une certaine discrétion. Voilà, pas d'ostentation, pas de provocation, mais il s'adresse à tous les croyants, tous les croyants, ce sont quand même les musulmans qui vont se sentir là directement concernés. Vous êtes d'accord? Absolument. Donc ça, c'est un avertissement qui vous est adressé d'une certaine manière. Si c'est un avertissement, prenons-le comme cela, mais maintenant, je voudrais quand même dire que si les Français des autres religions qui ne sont pas musulmans considèrent que les musulmans de France, dans leur comportement, sont provocateurs, peuvent éventuellement lancer des défis, pourquoi pas? Et à ce moment-là, notre communauté doit prendre en considération ces aspects. Parce que je crois aujourd'hui que les musulmans de France doivent tenir compte également de l'image qu'ils donnent aux autres. Si effectivement nous sommes dans ce type de posture, eh ben, il faudra que la communauté musulmane se corrige. Mais je ne crois pas aujourd'hui, parce qu'il y a quand même... Complètement, ça veut dire quoi? Quels sont les excès, par exemple, que vous seriez prêt à dénoncer, vous, ce soir? Moi, je ne trouve pas. Mais je rappelle quand même des dispositions, notamment le texte de la loi de 1901, portant séparation de l'État et de l'Église, et notamment de l'article 1er, qui assure d'abord la liberté de conscience, et la République garantit quand même l'exercice du culte, du libre exercice du culte. Et la seule restriction, c'est quand même le trouble à l'ordre public. Je rappellerai également un texte important, c'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui parle de liberté de religion et de liberté de manifester sa foi en public et en privé. Alors aujourd'hui, je crois, et le président de la République l'a quand même dit à plusieurs reprises, c'est que les musulmans, à l'instar des autres croyances de ce pays, sont à égalité. Et c'est ça également la laïcité, c'est ça la République qui doit garantir cela. Aujourd'hui, dire que le minaret, alors moi des fois, lorsque je regarde des journalistes, des hommes politiques qui disent que le minaret n'est pas un objet cultuel ou est un objet cultuel, je crois que c'est pas aujourd'hui à des personnes politiques ou à des journalistes de chercher à le définir. La croyance est une chose qui est aujourd'hui, qui fait partie de l'irrationnel, de la transcendance. Et le minaret, s'il a une symbolique, peut-être, mais est-ce que véritablement, et c'est ça également qui me gêne dans ce débat, c'est qu'on a toujours pris l'islam dans ses sous-représentations. La burqa, il y en a une centaine qui posent problème, c'est l'islam qui pose problème en force. Évidemment sur du symbolique. Et quand le minaret également. Oui, mais quand on s'intéresse aux religions, on sait que les symboles ont une force évidemment qui va au-delà du nombre. Moi, je voudrais faire deux remarques complémentaires. La première, c'est que quand on revient à l'affaire suisse, puisque c'est ce que fait le président de la République, il revient longuement sur l'affaire suisse. Il faut se rappeler que en Suisse, il y a 4 minarets, mais il y a seulement 10% de chrétiens pratiquants. Et il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Si 10% des chrétiens pratiquent seulement en Suisse, 5% d'ailleurs chez les protestants, qui sont très nombreux, comme vous le savez, en Suisse, ce n'est pas parce que les musulmans les en ont empêchés, c'est tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le christianisme. Donc la défense de la civilisation chrétienne qui serait menacée de l'extérieur, il faut se méfier tout de suite parce qu'en réalité, les causes de la déchristianisation et de la sécularisation, elles viennent de la société occidentale et pas des musulmans. La deuxième remarque que je voudrais faire, qui me semble une remarque, je dirais, de bon sens, c'est que la liberté de croire ou de ne pas croire, qui est revendiquée par les musulmans en France et qui peut se traduire par la construction de minarets, à mon avis, elle se divise pas. C'est-à-dire qu'il est logique de l'intégrer comme faisant partie des valeurs de la République, le droit de croire, le droit de ne pas croire, et aussi de demander qu'elle soit respectée dans tous les pays, y compris dans les pays musulmans, où on sait très bien que dans la péninsule arabique, il n'est pas possible de construire des églises. Donc cette liberté, je crois qu'il faut la revendiquer de manière positive et pas de manière défensive, comme une sorte de droit de l'homme universel, le droit de croire, de ne pas croire, y compris pour les musulmans, le droit d'avoir ou de ne pas avoir, de pratiquer ou de ne pas pratiquer sa religion, d'être ou de ne pas être pratiquant dans leur propre pays d'origine. Pourquoi fait-on le lien entre un musulman, un Français de confession musulmane et
l'Arabie Saoudite lorsqu'elle se comporte de cette manière. Parce que c'est le même droit. Je pense que la conception française des droits de l'homme, c'est une conception universaliste. Donc, tout à l'heure, ce qui est un droit en France est un droit universel. Tout à l'heure, vous êtes déclaré chrétien. J'ai pas tout de suite parlé du Vatican ou de la position de Benoît XVI. Et aujourd'hui, pourquoi vous voulez qu'un musulman français puisse se comporter? Oh, non, mais attendez. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous parlez de la position du Vatican. On parle de l'identité nationale. L'identité nationale, c'est la France. Et je l'ai dit, je le répète. Oui, mais l'islam fait partie de l'identité nationale. Et arrêtons de comparer le musulman français à celui d'Arabie Saoudite ou à celui du Koweït ou à celui du Maghreb. Aujourd'hui, il y a une spécificité. Le président de la République dit l'islam de France. L'islam fait partie de l'identité nationale depuis toujours. D'ailleurs, il met en garde. Mais et ça, c'est bien évident. Il met en garde. Les derniers à être arrivés en France, il n'y a aucun problème. Oui, encore une fois. L'héritage. Oui, une notion donc dans laquelle d'ailleurs tout le monde ne se reconnaît pas et qui fait partie. L'héritage français, c'est un héritage pluriel. La civilisation chrétienne, c'est la civilisation judéo-chrétienne, c'est l'héritage grec. Encore une fois, c'est un héritage pluriel. La France est un pays qui a de multiples racines. Bon, cela dit, je suis un peu étonné par votre réaction parce que, au fond, justement, dans l'héritage français, dans l'héritage de la République française, il y a celui des droits de l'homme et il y a justement une idée d'universalisme. Et cet universalisme, c'est la liberté de conscience et la liberté de conscience, c'est la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer, je dirais, où qu'on soit dans le monde. Et donc ça fait partie des valeurs universelles de la République dans lesquelles il me semble que tout citoyen, y compris les musulmans français, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants, tout citoyen, qu'ils soient chrétien, juif, musulman, bouddhiste ou sans religion, doit pouvoir se reconnaître et y compris le défendre à l'échelle internationale tout en respectant évidemment l'état des différentes cultures. Non, c'est la comparaison lorsque vous parlez effectivement, parce qu'aujourd'hui c'est un des arguments, on dit que dans les pays musulmans il n'y a pas d'église, il y a effectivement. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais ce que je dis, cette responsabilité, il ne faut pas la faire endosser aux musulmans de France. Non mais vous parliez du Vatican, c'est ce que disait le cardinal Torrent pas plus tard que ce matin dans un journal, il disait qu'effectivement il y a quand même un problème pour les chrétiens d'Orient. Un problème de réciprocité. Un problème de réciprocité. Alors, est-ce qu'il faut s'aligner sur le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire liberté pour personne? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut défendre une liberté assez générale et on est dans une société dans laquelle il faudra vivre de manière plurielle. Vous êtes d'accord là-dessus? Il est d'accord, évidemment, là-dessus. Alors, on va écouter quelques réactions politiques. Ensuite, Dominique Voynet fera son entrée sur ce plateau. Elle vient nous parler du sommet de Copenhague, mais son avis nous intéresse également, bien sûr, sur cette tribune publiée par le chef de l'État. D'abord, quelques réactions politique enregistrée il y a un instant au Sénat par Marie Brémaud. Je pense que le chef de l'État rappelle les Français à l'essentiel, en disant d'abord sur quoi sommes-nous d'accord, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire ensemble, qu'est-ce que nous admettons comme valeurs profondes, quels sont nos droits et nos devoirs. Il parle des différentes religions et en particulier, donc sans le dire vraiment, de l'islam, mais il en parle et il le renvoie à l'immigration. Il a l'air d'oublier que beaucoup de Français sont musulmans et que l'islam de France, l'islam d'Europe est une réalité, que l'islam n'appartient pas, n'est pas une religion des étrangers, de l'immigration. L'identité est un sujet complexe, il ne faut pas la réduire. Je suis content que le président élargisse le sujet. Alors, Dominique Voynet, vous suivez ce débat depuis le début, vous avez lu à l'instant la tribune du chef de l'État, votre réaction? D'une certaine façon, je ne comprends pas cette polémique et je ne comprends pas que le chef de l'État revienne sur le sujet à partir du vote suisse, parce que je crois que la situation est très différente chez nous. Dans ma ville, par exemple, une mosquée est en construction et je n'ai jamais entendu aucun citoyen me poser la question de savoir s'il y aurait ou pas un minaret. On fait une mosquée, il y aura un minaret. Il y a des églises, elles ont un clocher. Il n'y a pas de polémique à ce sujet. Par contre, je voudrais revenir sur un des points qui est abordé dans l'article du chef de l'État, qui me pose problème. Nicolas Sarkozy fait mine de considérer que ceux qui s'insurgent contre le vote suisse seraient avant tout animés par des pulsions populistes, mépriseraient le peuple. Et je considère que c'est assez grave de l'insinuer ainsi, parce que finalement, qui, sinon lui, a inauguré cette méthode de gouvernement qui consiste à chaque fait divers à produire une loi, par exemple, ou à généraliser à partir de cas particuliers. Moi, je souhaite que l'islam, qui en France est une grande religion, soit reconnu comme l'est aujourd'hui effectivement le christianisme. Je souhaite aussi que ceux qui n'ont pas de religion du tout soient respectés. Et je constate que cette conception très évolutive de la laïcité finit par poser problème et aux croyants et à ceux qui ne le sont pas.
Voilà pour ce débat du jour. Messieurs, merci. Dominique Voynet va rester avec nous. C'est la suite du journal, la séquence décodage Copenhague. Voilà, Dominique Voynet dans un instant avec Isabelle Juppé qui sera là également. Copenhague, donc, qui accueille le sommet sur le climat et la ville. On l'a pris aujourd'hui la plus verte d'Europe, ça tombe bien, selon un test écologique mené par une société allemande. Sur place, l'optimisme demeure. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, s'attend à un accord solide. Une raison parmi d'autres qui pousse nombre de responsables politiques à faire le voyage de la capitale danoise, l'endroit où il faut être en ce moment, au mépris de son bilan carbone personnel. Fabrice Cunet. Si à Copenhague, l'accent est mis sur le recyclable, encore faut-il y aller. Et tout le monde veut être sur la photo. D'Alain Juppé à Martine Aubry, on se bouscule dans les avions. À raison de 3 à 8 tonnes de CO2 par passager, pas sûr que ce soit écolo-responsable. Dans ce cabinet conseil, on a fait son calcul. Si vous considérez une espèce de petite moyenne, vous prenez, je sais pas, 5 tonnes entre les deux, ça veut dire que le déplacement à Copenhague va représenter, on tape sur une quinzaine de milliers de participants. Donc ça représenterait à peu près entre 20 et 40 000 voitures sur la route pendant un an. Peut-être tu peux les mettre là-dedans. Pour ceux qui ne sont donc pas indispensables, la solution aurait pu venir du train des ONG françaises. Départ vendredi matin avec Cécile Duflot à son bord. 16 heures de train mais 60 fois moins d'émissions que Ségolène Royal et son avion. Mais c'est vrai qu'on a fait un choix d'y aller en train et c'est vrai qu'on paye assez cher. C'est vrai que ça prend entre 14 et 18 heures. Mais là c'est on fait une constatation elle-même. C'est vrai que le train elle-même, c'est un acte militant. Aux dernières nouvelles, il resterait peut-être quelques places sur les 400 disponibles. De quoi laisser une autre empreinte carbone à Copenhague. Voilà, Isabelle Juppé nous a rejoint, qui elle-même a rejoint un mouvement féminin en faveur de Copenhague. Vous allez pouvoir nous en parler. Dominique Voynet est là. Première question, est-ce que l'une et l'autre, vous allez aller à Copenhague? Isabelle Juppé? Moi, pas sur place, mais je vais écouter, regarder, voir tout ce qui est. Monsieur est sur place, hein. Il y sera, oui. Il fait partie des délégués de l'UMP. Hein, pas tout le temps, mais il y sera. Pas tout le temps, mais il y va. Dominique Voynet? Alors moi, j'ai bien réfléchi et j'ai choisi de ne pas y aller pour des raisons écologiques et aussi parce que pour avoir vécu quelques grandes négociations de ce type, je sais que quand on n'est pas accrédité parmi les négociateurs, on erre dans les couloirs à la recherche d'un micro qui se tende ou d'une réunion dont on pourrait pousser la porte. Et je trouve que c'est assez pathétique. Donc voilà, j'ai choisi de rester à Paris. Si on se dit que l'événement est historique, c'est pas mal de vivre sur place. Il est historique. Il est historique. J'étais à Kyoto et je suis heureuse du rôle que j'y ai joué. Mais je pense ici que la société civile en France et la société politique peuvent aussi faire pression sur les délégations de notre pays depuis Paris. Alors, avec Internet, avec le téléphone, avec la télé. Je crois qu'on peut faire comme beaucoup de choses. Isabelle Juppé, on va en parler d'Internet avec Isabelle Juppé qui publie par ailleurs La Femme Digitale. On connaît votre engagement, Dominique Voynet. Le vôtre moins, Isabelle Juppé. Pourquoi cette mobilisation en faveur du climat? C'est peut-être justement le moyen de faire le lien avec cet univers Internet et l'écologie, parce que même si ça peut paraître curieux, on peut faire le lien. Il y a cette espèce de mouvement d'intelligence collective qui est en train de se jouer grâce à l'Internet et on peut partager tout un tas d'événements et d'informations sur le sujet du climat, parce qu'en fait, je crois que la pédagogie, c'est vraiment ce qui manque peut-être encore, malgré l'information extrêmement fournie qu'il y a sur ces sujets-là. Le besoin de pédagogie, d'expliquer encore est sans arrêt très important. Peut-être aussi de peser sur les chefs d'État. Est-ce que le mouvement Internet peut là jouer un rôle de mobilisation? Oui, bien sûr, il y a des plateformes. Alors nous, par exemple, vous parliez de ce mouvement de femmes. On a ouvert une page qui s'appelle Des femmes pour la planète, mais il y a aussi beaucoup de fils Twitter, où par exemple, il y a un blog extraordinaire tenu par une jeune femme qui s'appelle Climatoblog aussi, où on peut suivre au jour le jour, quasiment heure par heure, ce qui se passe et ce qui va se passer à Copenhague. Et donc, les moyens d'agir, de s'informer d'abord et d'agir sont très nombreux sur le net. Alors, on est entré dans le vif du sujet aujourd'hui à Copenhague, les négociations sur les émissions. Est-ce que le scénario rêvé, Dominique Voynet, ce n'est pas une espèce de surenchère entre les Chinois et les Américains qui multiplient les gestes de bonne volonté? Pendant des mois, on a eu l'impression que les chefs d'État et de gouvernement n'avaient pas pris la mesure du caractère historique de ce rendez-vous. Et puis, dans les dernières semaines, tout s'est accéléré. Les négociateurs étaient en panne. Ils demandaient désespérément des instructions. Tout d'un coup, plus 20%, plus 30%, plus 40% par rapport à 90, par rapport à 2000. On n'y retrouvait pas ces petits. Et donc, ce qui m'importe à cette heure, c'est qu'on sorte de Copenhague, non pas forcément avec un traité finalisé dans les moindres détails, mais avec des engagements
qui soient des engagements contraignants juridiquement, sur lesquels finalement on puisse revenir, évaluer, s'assurer que les actions, une fois rentrées à la maison, comme on dit, soient effectivement mises en œuvre et les crédits mobilisés pour permettre d'isoler les logements, développer les transports collectifs, d'assurer la mutation de l'agriculture. Sinon, on aura eu des effets de tribune, des engagements en pourcentage que le commun des mortels sera bien incapable de vérifier pays par pays. Isabelle Juppé, vous racontez votre expérience personnelle dans votre dernier livre. Tout part du Canada. Hein, on se souvient bien sûr de votre départ sur place. C'est d'ailleurs pas le pays le plus exemplaire en matière d'écologie, mais en tout cas il y a une prise de conscience là-bas quand même. C'est là-bas, justement, au contact de la nature, effectivement, moi, que j'ai un peu ouvert, éveillé ma conscience à tous ces sujets-là. Et c'est de là aussi qu'Alain Juppé est revenu plus écologiste peut-être que les écologistes traditionnels. Je ne sais pas, Dominique Voynet pourra contester. Peut-être. Moi, je ne suis pas du tout amère ou aigrie parce que je veux tout sauf avoir le monopole de l'écologie. Exactement, c'est ça qui est formidable. Je me réjouis de voir qu'on n'est plus seul à bord et que chacun est désormais convaincu qu'il faut agir. Alors évidemment, c'est un petit peu agaçant quand les convertis de la dernière heure nous expliquent ce qu'il faut faire parce que ça fait un moment qu'on essaie de leur en parler. C'est vrai que mais il se trouve qu'Alain Juppé, c'est l'avant-dernière heure, donc ça tombe bien. Oui, non, c'est vrai que lui, enfin, bon, on n'est pas là. Enfin, vous pouvez l'inviter, il vous parlera très bien et beaucoup mieux que je le ferai de ses propres convictions. Moi, je peux vous parler des miennes. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est pour ça que je suis assez optimiste, c'est quand même de se rendre compte du chemin incroyable qui a été fait. C'est vrai qu'il y a 10 ans à peine, jamais on aurait vu tous ces chefs d'État avoir cette conscience. Il n'y en a pas un aujourd'hui qui peut dire qu'il n'est pas au courant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté du local au global, parce que c'est vrai qu'il y a effectivement les prises de position, les décisions prises par les gens qui nous gouvernent, mais il y a aussi à tous les niveaux, donc il y a l'ONU, il y a l'Europe, il y a les pays, il y a les régions, il y a les villes où il se passe énormément de choses. Moi, je vois à Bordeaux tout ce qu'on peut faire au quotidien. Hier soir, on recevait Serge Rul, la WWF, qui était là. Et donc, j'allais dire les internautes, les citoyens eux-mêmes, et donc avec Internet à leur disposition, peuvent se mobiliser et agir. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas un effet de mode. Voilà un vrai point de désaccord entre nous, parce que Isabelle Juppé a dit on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans des discours aussi courageux de la part des chefs d'État et de gouvernement. Or, si, lors du sommet de la Terre à Rio, 92, quelques années plus tard à Kyoto, on avait ces discours. Et ce qui nous a manqué, c'est le passage à l'acte. On n'avait pas les États-Unis, par exemple. Non, on n'avait pas les États-Unis, mais qui avaient comme accepté de participer activement à la conférence. Mais ils n'ont pas ratifié Kyoto. Mais c'est vrai que pendant des années, on a été très contents de pouvoir invoquer le fait que les États-Unis refusaient de s'engager pour justifier nous-mêmes nos propres renoncements ou nos hésitations. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il se passe quelque chose une fois les caméras éteintes et une fois les discours oubliés. Parce que c'est dans l'action, jour après jour, qu'on sera jugé. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? J'en ai parlé à Jean-Louis Borloo il y a quelques jours à peine. Le budget du logement en France a baissé de 7% l'année dernière, alors qu'on a besoin de crédit pour isoler massivement des centaines de milliers de logements anciens et pour construire des logements sociaux qui soient de meilleure qualité énergétique. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode, peut-être, quand même autour du climat? J'allais vous poser la question. Tout le monde se réjouit ici de la présence des chefs d'État, de gouvernement et même des gens qui viennent pour ne rien faire mais pour être là. On n'avait pas autant de monde au récent sommet de la FAO sur la faim dans le monde. Non, mais c'est vrai, effet de mode ou même overdose parfois d'informations, certes, ça on peut le regretter. D'un autre côté, on peut aussi se réjouir quand même justement qu'on puisse évoquer tous ces sujets. Vous parliez de et après, justement le titre de la tribune que la vingtaine de femmes ont signé s'appelle justement Copenhague et après. Et donc l'idée, c'est justement de se projeter dans ce qui va se passer une fois que le soufflet médiatique de Copenhague sera retombé. Et c'est vrai que vous avez raison, mais ce que vous dites sur le logement, c'est aussi dans les villes que ça se passe. Et donc, là encore, moi, je crois beaucoup à cette démocratie participative qui vraiment utilise à fond Internet pour que les citoyens se mobilisent. Et moi, je sais qu'on vient d'ouvrir à Bordeaux, par exemple, une plateforme Internet sur l'agenda 21 qu'on a adopté. Et là, pour que les gens, dans leur quartier, dans leur immeuble, dans la cour d'école, puissent participer, puissent s'engager sur des petits gestes très, très concrets pour, évidemment, recycler leurs déchets, prendre le vélo ou le tram au lieu de prendre la voiture et faire des choses très, très concrètes. Excusez-moi, mais on est loin du compte. Bien on sûr, est loin du compte parce qu'une partie importante importante des populations de nos villes a le sentiment de n'avoir absolument pas le choix. Ils sont étranglés financièrement, ils ont l'impression de ne pas avoir le choix quand ils sont obligés de prendre leur voiture qui pollue plutôt qu'un bus qui n'existe pas, quand ils sont obligés d'occuper des logements HLM qui ne sont pas isolés alors qu'ils aimeraient bien, eux aussi, faire les choses correctement, quand leurs enfants doivent fréquenter la cantine alors qu'ils aimeraient bien aussi les faire manger bio, pas un chef d'État au sommet de la FAO, pas de conscience du fait qu'on ne fera rien d'efficace
efficace sur le climat si on ne réduit pas les inégalités, si on ne lutte pas contre la pauvreté. Donc je voudrais qu'on fasse le lien. Le lien entre la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le bouleversement du climat, parce que partout à travers le monde, c'est les pauvres qui vont être dans les situations les plus difficiles si le climat se bouleverse. C'est aussi l'un des enjeux de Copenhague. Oui, je suis complètement convaincue. C'est vrai que le lien entre le social, enfin le pilier social du développement durable est évidemment très très important. Le développement humain, enfin c'est tout le discours de Nicolas Hulot, moi auquel j'adhère complètement. Et c'est vrai qu'en fait, un des 3 enjeux majeurs de Copenhague, c'est aussi l'aide financière que les pays riches vont essayer de... Mais je suis d'accord avec vous, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci, mesdames. Merci, Isabelle Juppé, donc la femme digitale. Vous nous parlez de la femme face à la révolution numérique à partir de votre propre expérience, notamment au Canada. Tout est parti de là aussi, je le disais. Merci. Dans un instant, sur Public Sénat, Déshabillons-les, l'émission d'Hélène Risser qui se penche sur le cas Chirac. Vous pourriez apporter des éléments, là, Isabelle Juppé. Vous avez déjeuné en tout petit comité récemment. Vous me confondez avec mon mari. Ah, vous avez déjeuné en tout petit comité récemment avec Jacques Chirac à Bordeaux. Vous étiez là, hein? Oui, alors, on va parler de son style. Mangé correctement. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Voilà, une phrase célèbre. Hein? Oui, ça a été effectivement. Alors lui, c'est vraiment un écolo complètement convaincu. Hein. Voilà. Je pense que... Son style, sa popularité, évoquée par Hélène Risser dans ce rendez-vous à suivre. Merci, madame.